Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous rencontrons pour retirer de l'oubli ou remettre à la lumière une écrivaine qui a été traitée injustement, qui a été tant oubliée, qui est Antoinette Pesquet. Aujourd'hui, nous avons notre invitée avec nous, Madame Boulos, Madame Marie-Rose Boulos, doctorante à l'UQAM, à savoir l'Université du Québec à Montréal, qui, au cours de ses travaux pour l'obtention de la maîtrise, a fait une étude très profonde, très bien fouillée, très bien documentée sur Antoinette Pesquet, et elle a intitulé L'abîme du désir. Cet ouvrage a été tellement sérieux qu'il a attiré pas mal de cercles intellectuels et culturels qui ont bien voulu la publier, parce que ce travail est la première, sinon la seule, ouvrage académique, critique, qui a été adressé à l'égard de cette écrivaine, qui est Antoinette Pesquet. En fait, Antoinette Pesquet, bien que son écriture soit fluide, passionnante, bien conforme à la description des sentiments et le sondage, je dirais, le sondage des voix sinueuses de l'âme humaine, cette dame n'a pas profité d'un grand lecteur, malheureusement. Mais il faudrait dire là que cette négligence prolongée, je dis prolongée parce que Antoinette Pesquet est une écrivaine de la belle époque. Donc, cette négligence n'était ni intentionnelle ni personnalisée, parce que, étant une écrivaine de la belle époque, écrivaine, j'appuie sur écrivaine, c'est-à-dire une écrivaine femme de la belle époque, elle ne pouvait être publiée ni être connue que sous un pseudonyme, généralement, ou bien si elle voulait se voir publiée, elle devait associer son nom au nom du mari, par exemple. Le cas de Colette, parce qu'il se peut que quelqu'un me dise, mais il y a la Colette. Le cas de Colette a été très rarement suivi à cet égard, parce qu'on l'a considérée à cette époque comme une écrivaine de scandale. Donc, c'était le lot de toute une génération d'écrivaines, et c'est pour cela que nous espérons que l'abîme du désir, qui est le travail de Madame Marie-Rose Boulos, pourrait être l'instigateur suffisant de sortir cette Antoinette Pesquet de cet oubli prolongé. Maintenant, je suis à Madame Boulos. J'aimerais qu'elle nous parle du monde littéraire Antoinette Pesquet, de nous faire un compte rendu, un aperçu très résumé des deux travaux qui constituent les chefs-d'œuvre d'Antoinette Pesquet sur lesquels elle a fondé son étude, et nous dire pourquoi ses contemporains avaient dit qu'elle avait un pied dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, avant de répondre aux questions, j'aimerais vous dire que je suis très contente d'être ici parmi vous, dans mon pays d'origine, et d'avoir cette discussion sur mon premier livre, L'abîme du désir.
Je remercie l'Institut français d'Égypte. Je me sens chez moi. Je remercie beaucoup Dr. Gina, qui était ma prof à certains jours quand j'étais à Hassan. Je remercie aussi les éditions Sulfure, M. Marcel Plessis et Mme Vera Canal, parce que c'est eux qui m'ont donné la chance pour que ce livre puisse voir le jour. Et maintenant, on va parler de Pesquet. Qui est Antoinette Pesquet? Pesquet est la fille du peintre connu Jean Pesquet, qui avait pour ami le poète Guillaume Apollinaire. Et dès l'âge de 8 ans, Pesquet écrivit des beaux poèmes, et Apollinaire avait l'intention de la publier, sauf qu'il est mort avant. Après Pesquet, à l'âge adulte, elle s'est consacrée au roman. Elle n'a pas beaucoup écrit, elle en a 5. Ce qu'elle a écrit toute seule, c'est Que cherches-tu en 1924, La boîte en os en 1941, et avec son mari Pierre Marty, il y a eu 3 livres. Les terribles, Ici le chemin se perd et Le bal des angoisses. L'univers romanesque d'Antoinette Pesquet. Un univers vraiment très sombre, très mystérieux, où règne l'angoisse. Antoinette Pesquet, elle essaie de sonder l'âme humaine et de parler du mystère du désir. À travers ses ouvrages, Que cherches-tu, que moi je considère comme une introduction à la boîte aux noces, elle parle juste du surgissement du désir. Ensuite, avec la boîte d'os qui est considérée le chef-d'œuvre, elle va plus loin, elle transgresse les limites et elle montre les ravages du désir et la quête de l'objet insaisissable du désir. Je vais vous donner un bref résumé de l'histoire des 2 romans. Que cherches-tu? Ça se passe en Angleterre. Il s'agit de Jeanne, une jeune Française qui accepte un poste d'institutrice dans un manoir anglais chez les Operk. Ce couple ne va pas bien, ils ne s'entendent pas, ne se parlent pas, et la fille haït son père. Jeanne, elle commence à avoir des sentiments et des désirs qu'elle n'aurait pas dû avoir vers le maître de la maison, Sir Oberk, et elle essaye de les refouler en lui faisant comprendre qu'elle s'intéresse à un autre. Et dès lors, Sir Oberk lui demande de le considérer juste comme père. Quelques années après, la femme de la maison s'évade et Sir Oberk tombe gravement malade. Quand Jeanne va le voir, elle est déjà fiancée à son ami, un homme scientifique. Dans cette scène, il lui avoue son amour, elle aussi, elle lui avoue qu'elle a aimé, et il meurt. Et dès lors, ça tourne au cauchemar. La vie de Jeanne avec son époux devient un enfer sur terre, et elle est inconsolable, insatisfaite, elle se demande toujours qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche. Arrivant à la boîte aux noces, c'est un récit plus complexe et plus sombre. Il est raconté par le narrateur Norbert, ami du personnage principal, Jean, et il raconte l'aventure de son ami qui, dès son enfance, n'était pas vraiment quelqu'un de très ordinaire, normal. Il était tombé amoureux plus du visage que de la personne de son amie d'enfance, Margaret, et du mystère que révèle et dissimule ce visage sur tous ses yeux. Et à un moment donné, quand ils étaient enfants, il a versé de l'encre dans les yeux de son ami. Plus tard, quand ils sont devenus adultes, ils se marient, et au lieu de s'asseoir le bonheur, c'est la catastrophe complète, car Jean n'est pas satisfait. Il souffre de ne pas pouvoir faire un avec sa femme, malgré la position charnelle la plus frénétique, le désir reste toujours insatisfait.
voit le corps de sa femme comme une barrière pour atteindre le logis qu'il cherche. Alors il décide de fendre le crâne avec un coup de hache. La Margaret a été sauvée, mais après ça, elle était devenue malade, ses nerfs sont devenus trop fragiles. Jean a été interné pendant 10 ans. À sa sortie de la maison des fous, il va pour voir sa femme, qui meurt entre ses bras. Après la mort, il décide de profaner la tombe de sa femme 2 fois. La première fois, il pratique la nécrophilie avec le cadavre. La deuxième, il veut qu'elle pourrisse dans ses bras afin qu'il puisse posséder son âme. Une lutte a lieu entre lui et le servant et ça finit par une balle est lancée et il est mort et enterré. 38 ans plus tard, Norbert, son ami, il décide de retourner au pays avec sa petite fille Lucie. Et tout le long du chemin, il a l'impression qu'il va trouver son ami vivant. Il va rendre visite au cimetière et là, quelque chose de bizarre arrive, il trouve un jeune homme qui ressemble trait par trait à son ami Jean. Il regarde le cercueil est ouvert, il y a un squelette retourné. Alors apparemment son ami avait été enterré vivant. Et là c'est son petit-fils qui est venu ouvrir le cercueil. Et le petit-fils en plus il porte le même prénom, il s'appelle Jean aussi. Le jeune Jean tombe en amour avec Lucie, la fille du narrateur, mais certainement Norbert refuse cette union parce qu'il a peur que le jeune Jean ressemble dans la folie aussi à son grand-père. Alors Jean lui dit qu'il va la prendre malgré tout, et soudainement il voit le Jean fondre et mourir. Quelques minutes après, c'est Lucie qui meurt aussi. On ne sait jamais si ce récit est un fantasme, est un rêve de la part du narrateur. On ne saura jamais pourquoi ce récit bizarre à la fin du roman. Alors c'est ça l'univers de Bisquet, c'est ça l'univers des 2 romans. Et pourquoi elle a un pied dans la lumière, un pied dans l'ombre, c'est surtout parce qu'elle a traité un thème. Peut-être que c'était un peu tabou aussi, le désir. Parler du désir, c'est avec ses mystères, avec cette folie, l'amour fou, l'amour impossible, tout ça, ça la met un peu dans la bulle, disons. C'est un peu effrayant, hein? C'est effrayant, comme si c'était un conte de fées et puis que tout va bien et puis il y a comme, je dirais, une ombre qui traîne, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme un feu qui consume tout dans son passage. Qu'est-ce qui rend Pesquet vraiment unique à son époque et à la littérature en général, à la littérature française? Parce que ça rejoint un peu comme vous l'avez dit, la littérature anglaise. C'est sûr que Pesquet a écrit au XXe siècle, sauf qu'elle s'inspire vraiment du romantisme noir anglais qui était au XIXe siècle, donc elle est considérée anachronique par rapport à son époque. Les thèmes qu'elle traite, c'est le lien entre l'amour et la mort, et ça c'est un thème cher au romantisme noir. L'atmosphère est toujours sombre, lugubre, mystérieuse. Il y a toujours cette passion de se fondre complètement avec l'être aimé. L'amour de l'impossible, ou plutôt l'impossible amour. Tout ça, ce sont des thèmes du romantisme noir. Comment tout cela se connecte-t-il à la psychanalyse, le système que vous avez choisi pour analyser les travaux de
la psychanalyse pour critiquer les œuvres de Pesquet. Alors, en quoi ceci se rapporte à la psychanalyse? C'était ça la question. C'est sûr que la psychanalyse, c'était la meilleure optique parce qu'elle permet de problématiser le drame du désir, son inscription dans une structure narrative. On parle d'impossibilité, alors puisqu'on parle de désir et d'impossibilité, ça nous plonge déjà dans la psychanalyse. La psychanalyse parle de l'impossible satisfaction du désir, l'impossible atteinte de l'objet du désir, ce qui peut mener à la destruction. Et là, quand je parle de désir, impossibilité, je suis plus du côté de Jacques Lacan, le psychanalyste français, celui qui a fait une relecture des travaux de Freud et les a critiqués, les a complétés aussi. Lacan disait toujours que les écrivains avaient un savoir psychanalytique insu. Et vraiment, ça s'applique bien sur Pesquet, parce que Pesquet, quand elle a écrit ses romans, c'était avant les séminaires de Jacques Lacan, et ça paraît vraiment que les théories psychanalytiques sont déjà dans sa méthode d'écriture. Maintenant, puisque on parle d'objets de désir et de Jacques Lacan, ça nous amène aux objets A de Lacan. C'est quoi l'objet A? L'objet A est ce qui cause le désir. C'est un objet insaisissable, on ne peut pas le saisir, sinon sous la forme d'un éclat, d'un mirage. Parmi les objets A, on a l'objet la voix, le regard, et Lacan a ajouté aussi le rien. Ici, dans les romans de Pesquet, on voit bien que ça joue sur la dialectique de l'apparition et la disparition de l'objet. Et c'est surtout le regard qui est en jeu, surtout dans la boîte aux noces. On a parlé déjà de l'encre, quand il a jeté l'encre sur ses yeux. Je vais vous lire un passage de la boîte aux noces, et ça va montrer c'est quoi cet épisode de l'encre et comment le regard est en jeu. Jean prend la tête de Margaret dans ses mains, comme s'il s'agissait véritablement d'une boîte, d'un coffre qu'il faudrait défoncer pour atteindre l'objet que l'on cache à l'intérieur. Il lui demande de le regarder. C'est là que la situation devient insupportable, puisqu'il voit quelque chose qu'il ne fallait pas voir, comme si une partie de l'objet s'était dévoilée son éclat pour aussitôt disparaître. Je cite Pesquet, une lueur très brillante passa en billet d'un coin de l'œil à l'autre. Repassa et disparut. J'étais maintenant au-dessus d'un gouffre d'eau glauque. Je sentais que j'allais tomber dedans infailliblement. Alors, comme on voit ici, le regard est vraiment cause d'angoisse. Il a eu peur du regard, alors pour y mettre fin, il a décidé de jeter de l'encre dans ses yeux. Et ça aussi, ça nous montre qu'il y a une grosse confusion entre yeux et regard. Parce que les yeux, c'est pas le regard, c'est pas en profanant les yeux qu'on va mettre fin au regard. Je vais vous citer un autre épisode dans lequel Jean essayait de peindre le portrait de sa femme. Il était toujours insatisfait, il manquait quelque chose. Ici, c'est Margaret qui regarde Jean et ce dernier se sent menacé. Je cite, « Et quand je le regardais interdite, ne me regardez pas de la sorte où je vous crève les yeux, immonde créature. » Fin de citation. Ainsi, ce regard qui menace nous fait penser au mythe du regard de la méduse, qui horrifie celui qui la regarde et le pétrifie. Face à ce regard interdit,
il faudrait agir pour abolir ce qui est menaçant. C'est ce que le texte propose à travers la phrase suivante. Je cite, « Je vous crève les yeux ». Déjà, le récit, à son début, soulignait la volonté du personnage de s'attaquer au regard de l'autre. Je cite, « Je sais comment j'ai pu résister à l'envie de crever les prunelles de ceux que j'aimais. Ces tyrans, contenant l'infini, m'attiraient et me repoussaient à la fois. » Fin de citation. On voit ici que nous sommes vraiment sur le registre de l'imaginaire, l'image de l'œil qui est au premier plan, une image dans laquelle on cherche un regard, en même temps que ce regard attire et repousse à la fois, gros d'une menace, en même temps que fort d'un objet qui attise le désir, et tout cela alors que même lever les yeux ne mettra pas fin au regard. Ça pour ce qui concerne l'objet à regard. Je vais passer à l'objet rien, à la phrase de la célèbre de Lacan, ce n'est pas ça. Pourquoi ce n'est pas ça? C'est que l'objet du désir renvoie toujours à autre chose. On pense trouver ce qu'on cherche, mais dès qu'on l'a dans les mains, on trouve que ce n'était pas ça. Je vais vous citer une citation de Jacques-Alain Miller, qui était disciple de Lacan, qui parle de l'objet rien et de ce n'est pas ça. Le désir réitère, se soutient de réitérer un ce n'est pas ça, et donc tend incessamment vers autre chose. Une autre chose qui est atteinte ne sera pas ça non plus. Le désir en cela, comme Lacan l'avait isolé, est foncièrement dans sa phase la plus profonde désir de rien. Et ça, on peut le voir clairement dans le Que cherches-tu de Pesquet avec Jeanne, tout à la fin du roman, on trouve le ce n'est pas ça. Je cite Pesquet, ce n'est pas cela que j'eusse voulu, mais autre chose. Fin de citation. Plus loin, elle pense avoir trouvé ce qu'elle cherche, bien que l'objet lui échappe encore. Je cite, tu sais, ce parfum qui sentait bon, si bon, que veux-je au juste? Que cherches-tu? Fin de citation. Le parfum ici s'apparente à l'objet A, c'est l'éclat, qu'on chérit quand il s'agissait de l'objet retrouvé. Mais ce n'est pas ça encore. Et pour finir avec l'objet bien, je peux dire que l'objet bien, il doit vivre vraiment avec la mort, parce que c'est le rien, c'est plus nihil. Je vais vous lire un passage de la boîte aux noces, la scène de la mort de Margaret. Et là, on va voir qu'elle aussi, elle cherche quelque chose, elle pense l'avoir atteint. C'est quoi? Je cite, « Je le cherchais avec la certitude de ne pas le trouver. Et plus loin, je savais sa présence là. Plus loin encore, il est dans l'autre monde, il m'y appelle. » Fin de citation. Ainsi, l'objet est où? Il est dans l'au-delà, pas dans ce monde. Il pourrait être atteint et procurer une jouissance d'outre-monde. Le récit le confirme avec cette joie de mourir. Je cite, « Quand je vais être heureuse de mourir maintenant, et plus loin, lorsqu'il recula, il la vit morte, qui sourit. » Fin de citation. Ça complète pour la psychanalyse et les objets à de Lacan. En effet, cette danse entre désir et inassouplissement du désir, dont a parlé Madame tout à l'heure, ça me rappelle un peu le héros mélodramatique
à la recherche, à la quête de quelque chose, et puis finalement, il s'avère que ce n'était qu'un mirage. C'est l'inassouvissement. On ne parvient à rien. Bon, vous avez parlé tout à l'heure d'éléments de romantisme noir dans le récit de Besquier. Je vais essayer de vous demander de nous éclaircir un peu l'idée de l'inconfort psychique et comment fut-il traduit dans ces deux ouvrages. Quand on a déjà dit que Besquier s'inspire du romantisme noir anglais, tout particulièrement Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. C'est pour cela, dans mon premier chapitre, j'ai parlé un peu de Hurlevent pour montrer aussi les différences et les ressemblances avec Besquier dans sa poétique du désir. C'est quoi le parallèle avec Hurlevent? On a toujours des héros tragiques. On croit à des luttes internes. On a toujours cette atmosphère sombre et mystérieuse. Les personnages sont régis par ce qu'on appelle en psychanalyse la pulsion de mort. Et là, on arrive au concept de pulsion en psychanalyse. La pulsion, ça c'est l'invention de Freud. On va lire sa définition de pulsion. Poussée inhérente à l'organisme vivant vers le rétablissement d'un état antérieur. Plus loin, Freud il identifie qu'il y a deux sortes de pulsions. Il y a les pulsions de vie et les pulsions de mort. Je cite Freud. S'il nous est permis d'admettre comme un fait d'expérience, ne souffrons pas d'exception, que tout être vivant meurt, fait retour à l'anorganique pour des raisons internes, alors nous ne pouvons que dire le but de toute vie est la mort. Et en remontant en arrière, le non-vivant était là avant le vivant. En fait, les deux pulsions travaillent ensemble. Elles sont intriquées pour réguler tous les processus vitaux. Mais il arrive parfois que la pulsion de mort se détache de la pulsion de vie et l'emporte. Et c'est là qu'on parle vraiment de destruction. La pulsion, une autre chose que la pulsion doit toujours se satisfaire, n'importe quoi, n'importe comment. Mais cette satisfaction est toujours temporaire. Et on retourne toujours à la case départ. C'est pourquoi on a les composantes de pulsion de mort qu'on peut identifier comme le sadomasochisme et la répétition du même. Chez Besquier et chez Brontë, le sadomasochisme est à l'œuvre. Il y a toujours l'héros qui est sadique, qui essaie de torturer l'autre, surtout l'être aimé. Mais il arrive aussi que cette pulsion, elle peut se renverser et retourner contre la personne elle-même. Et c'est là ce qu'on appelle le masochisme. La personne aime alors se torturer. On a vu Jean, il se torturait, il aurait pu être heureux, il a épousé la femme qu'il aime, mais au lieu de cela, il l'a torturé, il s'est torturé lui-même. Ça, c'est pour le rapprochement. Il y a une scène que la critique a pris aussi comme élément de rapprochement entre Besquier et Brontë, sauf que moi, je la trouve un élément de différence. C'est les deux scènes de la profanation de la tombe de la bien-aimée. Cette profanation est arrivée dans Hurlevent comme aussi dans la boîte à noces, mais elles sont bien différentes. L'intentionnalité est différente. Je vais tout d'abord vous citer des passages de Hurlevent, ensuite de la boîte aux noces, pour pouvoir comparer les deux.
Le soir même de son enterrement, il ouvre la tombe. Pour une dernière fois, serrer sa bien-aimée dans ses bras. Mais au moment d'ouvrir le cercueil, son bras s'arrête. Il sent la présence de celle qu'il aime près de lui, non pas sous terre. Je cite Brontë, mais aussi sûrement que les sens devinent dans l'obscurité l'approche d'un corps matériel. Je sentis que Catherine était là. Je laissai là mon travail exténuant et me sentis aussitôt consolé. Fin de citation. Après 18 ans, le lendemain de la mort d'Edgar, Heathcliff fait enlever par le fossoyeur la terre sur la tombe de Catherine. La vue du cadavre intact lui donne l'espoir de la réunion. Et il affirme à Nelly, je cite, « J'ai rêvé que j'étais allongé pour mon dernier sommeil près de ce corps endormi. » Fin de citation. Heathcliff décide alors de payer le fossoyeur afin qu'après sa mort, ils réunissent leurs deux cercueils en un seul. Ainsi, il veut qu'ils soient réunis dans la mort. Il continue de raconter son rêve en évoquant cette fusion amoureuse dans la tombe. Je cite, « Mon cœur a été contre le sien, et ma joue glacée contre la sienne. Que j'étais en train de devenir poussière avec elle, et j'aurais connu un bonheur plus grand encore. Je m'attendais à la trouver ainsi, mais je préfère que cela n'ait pas eu lieu avant que je puisse partager ce sort avec elle. » Certainement, avec cette scène de Hurlevent, on trouve ici le désir qui voisine avec l'absolu. Lui, tout ce qu'il veut, il veut vraiment s'unir avec elle après la mort. Son désir de partager cette dissolution, de se dissoudre avec elle. Il y a une certaine transcendance, tandis que dans la boîte à noces, c'est totalement le contraire. Je vais vous lire les passages. Je cite, « Elle avait les cuisses froides, mais si douce à toucher, ah, je veux jouir encore. » Fin de citation. La deuxième profanation a lieu sous peu lorsqu'il tente de s'unir à sa femme après la pourriture de son corps, pour posséder son âme. Je cite, « Et ton âme, je ne l'aurai que lorsque ta chair aura pourri jusqu'à la dernière parcelle. Alors je veux te garder. Je veux te garder, Margaret. Tu pourriras dans mes bras. » Fin de citation. Comme on voit ici, il n'y a pas de transcendance, au contraire. On est complètement dans la perversion, il s'agit d'un désir de possession. Il n'y a pas un désir d'une dissolution partagée, au contraire. C'est juste de posséder. Alors la fusion ne pourra pas être réalisée. Et ça, c'est pour parler du romantisme noir, de la ressemblance et de la différence entre les deux romans de Bisley et Brontë. Alors là, possession et destruction, et avec ça, vous avez constitué un parallèle entre Léo de Hurlevent et les travaux de Bisley, surtout la Potence. Est-ce qu'elle aborde aussi, comme Léo de Hurlevent, le roman, comment dire, l'amour courtois? En fait, chez Bisley, on peut dire que c'est le contraire, c'est l'échec plutôt de l'amour courtois. Cette tension qui existe toujours entre désir et jouissance. Et arrivant vers une jouissance, en psychanalyse, c'est un concept lacanien. Pour Lacan, la jouissance est toujours mortifère, ce n'est pas le plaisir vraiment, au contraire. La jouissance, elle peut être mortelle, destructrice, quand elle dépasse les limites. Et elle peut mener aussi à la disparition du moi. Et il faut noter aussi que la jouissance, elle n'est pas dans le corps. La jouissance se situe au-delà du corps. On ne peut pas la chercher dans le corps comme a fait Jean, il essaie de la chercher dehors.
c'est le désir. C'est pour cela que je dis qu'il y a toujours une tension entre désir et jouissance. Le désir essaie de limiter la jouissance, sinon vraiment ça sera la catastrophe si elle n'est pas limitée. Le corps est perçu, comme j'ai dit, comme barrière aussi, et c'est cette barrière que Jean a essayé d'enlever pour pouvoir accéder à une jouissance illimitée. Parlant de barrière, on va aller voir le passage de la boîte aux noces. Je cite, « Ce front impertinent qui me provoquait depuis trop longtemps et que je désirais fondre d'un coup de hache. Cette barrière de 2 pouces de large, cette chose minuscule que je pouvais tenir dans la main, oser s'opposer à moi, me narguer c'en était trop. » Fin de citation. Alors, comme on voit ici, pour lui, c'est le crâne qui s'oppose à lui pour le défoncer. C'est cette chose minuscule. Tout est objet, tout est chosifié. Il n'y a pas du tout de respect. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le contraire de l'amour courtois, qui sera la perversion. La perversion, c'est un renversement de la réalité. On fait advenir notre réalité à notre guise. Et la scène de la nécrophilie est bien le bel exemple pour montrer vraiment la perversion. Je vais vous lire des parties. Nous avons observé la jubilation éprouvée par Jean à la suite de l'acte pervers, illustrée par les interjections suivantes. Je cite, « Comme c'est bon, ah, je veux jouir encore. » Fin de citation. On dirait alors que la jouissance est atteinte. Et si on va comparer avec l'amour courtois, il repose essentiellement sur un renoncement, pas la possession. Et on peut lire dans Julia Kristeva, l'histoire d'amour, la dame aimée n'aime pas forcément son chantre. Le troubadour, de son côté, n'aspire pas à la posséder, mais mesure la valeur de son amour au degré de sa frustration. Ça, c'est l'amour courtois. Mais ici, dans la nécrophilie, l'amour de l'être aimé est déplacé, dénaturé par la perversion qui avale l'être aimé au rang d'objet. L'être aimé n'est qu'une chose inerte que l'on peut posséder et dont on peut jouir. On a vu Jean, il veut vraiment accéder à une jouissance immédiate, sans frein. Et cette jouissance met fin au désir parce que si on a la jouissance illimitée, il n'y aura plus de désir. Et à la fin, c'est ce qui l'a conduit à sa mort. Alors, comme je dis, c'est vraiment l'échec de l'amour courtois. Et selon toi, comment les lecteurs actuels puissent recevoir des thèmes pareils? C'est-à-dire aujourd'hui, dans notre monde actuel où les relations sont passagères, sont plutôt superficielles. Est-ce que vraiment ce genre de travaux résonne encore avec le public, le lecteur d'aujourd'hui? C'est sûr que le désir et l'impossibilité sont des thèmes universels, des thèmes vraiment de tous les jours. Et ils sont des thèmes inépuisables par la littérature et par la psychanalyse. Il y aura toujours des écrivains qui vont parler du désir, de l'impossibilité du désir. La psychanalyse aussi va en parler longtemps, mais il n'y aura jamais une réponse
parce que ni la littérature, ni la psychanalyse n'ont le dernier mot. Et j'aimerais conclure par un paragraphe que j'ai mis à la fin de mon livre sur le désir. Finalement, est-ce que désirer doit être synonyme de mourir? On ne peut ne pas désirer. Toutefois, il s'agit d'un désir soutenu, protégé par le fantasme. Un désir qui ne tombe pas vers une jouissance infinie, impossible, ni vers la possession de l'autre. Un désir qui n'insiste pas à maîtriser et malmener son objet. Bref, un désir qui ne nous jette pas dans l'abîme de l'impossible. Je te remercie infiniment. Mais avant de clore cette rencontre, permettez-moi de saluer chaleureusement un ancien élève qui fait partie des générations de notre établissement qui font la fierté de la faculté Anson-Anchas et qui, par sa formation, son parcours, son engagement, elle est le témoignage vivant de ce que cet établissement pouvait inspirer et accomplir. Merci à vous, merci à l'audience de votre patience et de l'intérêt que vous avez porté à cette rencontre. Merci. Si jamais il y a des questions, si jamais il y a des commentaires, parce que... Oui. Oui, monsieur. Vous avez enlevé le mot comme le désir, le romantisme noir. C'est quoi la différence selon vous entre l'amour pour toi et l'amour non pour toi? Pour l'amour pour toi, c'est plutôt comme un amour platonique. C'est comme j'ai lu, il ne s'agit pas de posséder la dame, c'est juste de lui faire la cour, d'essayer d'attirer son attention, mais on n'est pas ici à l'union, il n'y a pas une union charnelle qui aura lieu, c'est un peu sublime, c'est ça ce qu'on peut dire l'amour pour toi. Alors c'est différent de l'amour charnel certainement. Moi j'ai une petite question. Donc merci pour l'analyse que vous faites. Et pour beaucoup, je pense, une redécouverte de cette autrice. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez rencontrée, cette autrice? Honnêtement, quand j'avais l'intention de faire ma maîtrise, d'abord j'avais commencé ici à Lausanne et ensuite j'ai émigré à Conservatoire éthique continué. C'était sur Guillaume Apollinaire que j'allais faire ma maîtrise ici en Égypte. Quand j'ai repris mes études supérieures à Montréal, c'est sûr que j'avais Apollinaire aussi dans la tête. Quand j'en ai parlé avec mon directeur de recherche, lui, alors il m'a dit, je vais te varier la boîte à noces, disons. Il m'a dit varier la boîte à noces parce que cette écrivaine a été saluée par Apollinaire déjà. Même il m'a invité à lire Enchanteur Polisson d'Apollinaire pour essayer de voir si j'aimerais faire une étude comparative entre les deux. Mais moi, quand j'ai lu la boîte à noces, j'ai décidé vraiment de consacrer mon mémoire à Antoinette Pesquet sans essayer d'inclure Apollinaire. Mais c'est sûr qu'il y avait une grosse ressemblance avec les Hauts du Levant de Brontë. Et elle s'inspire du romantisme
romantisme noir. C'est pour cela que je l'ai introduit dans mon premier chapitre, j'ai parlé un peu des métaphores obscures du désir et du romantisme noir. Ensuite, certainement, ma méthode, c'est la méthode psychanalytique que j'ai étudiée à l'Université du Québec à Montréal. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette perle dans la disque. Tout d'abord, merci à vous. Après, parce que le fait d'être aimé en ce moment, c'est quelque chose de difficile à cause de la vie matérielle dans laquelle l'on vit. Merci. Vous voulez répéter depuis est-ce que... À cause de la vie matérielle. Non. Depuis est-ce que... Est-ce que le fait d'être aimé. Merci. Certainement, l'amour est difficile avec tout ce qui se passe de nos jours. Est-ce que c'est difficile d'être aimé? C'est difficile d'aimer, oui. Ça, c'est sûr. Pas d'être aimé, d'aimer, parce qu'on ne sait pas comment aimer. Ça, c'est le problème. Il y a toujours ce désir de possession. Il y a toujours qui abîme tout. Il y a toujours un côté de gens et de risqué dans nous. Merci beaucoup. Pour moi, en tant qu'homme, l'histoire de cette femme qui, comment dirais-je, parce que pour elle, le désir, c'est le feu qui ranime et qui fait du plaisir, qu'elles veulent arriver à la réjouissance, aux sentiments, aux sensations, tout ça. Je trouve que comment dirais-je, comment arriver à garder encore mort, c'est fini, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas quelque chose que l'on ressent comme avant. Comment, je ne comprends pas comment elle le garde et pourquoi faire. Et qu'est-ce que ça fait dans son corps? Vous parlez du désir, Oui, parce que dans son corps? Oui, parce que quand elle l'aime, par exemple, elle est morte, c'est fini. Elle est encore inanimée devant elle. À quoi ça sert qu'elle le garde et qu'elle ne veut pas le quitter? Est-ce que vous voyez que dire que Jean il veut la garder pour avoir son âme, c'est ça ce que vous... Oui, parce que vous lisez des passages qui blessent le corps, elle veut le garder, ne veut pas l'enterrer. Ah, ok, oui, il veut qu'elle police lui pour pouvoir posséder son âme, parce que lui il pense que c'est comme ça qu'il va avoir l'objet du désir qu'il cherche et qu'il n'arrive pas à atteindre, que si elle se décompose devant lui, il y aura quelque chose qui va tomber dedans, qu'il va avoir. Lui, c'est quelqu'un dupé vraiment par l'imaginaire, il est fou. À mon avis, c'est une sorte d'hallucination. Il est fou, certainement. Elle pense que l'âme va revenir à elle, c'est comme si on racontait des mythes. Oui, c'est l'amour fou aussi. Il y a des amours qui tournent mal. Vous avez dit avoir abordé qu'est-ce qui est sous l'angle de la psychanalyse. Qu'est-ce qui vous a touché personnellement en tant que femme pour arriver au-delà de votre mémoire à réhabiliter cette autrice aujourd'hui? C'est sûr que moi je trouve qu'elle est une autrice géniale, extraordinaire, parce qu'elle s'est donnée aussi des audaces que d'autres ne se sont pas données. J'ai aimé beaucoup travailler sur elle dans mon mémoire et j'ai été contente que ça a été publié comme un livre aussi. Et j'aimerais toujours pouvoir parler d'elle pour que c'est comme un hommage aussi. Moi j'ai étudié ce mémoire comme hommage à Antoinette Esquet parce que vraiment elle était inconnue, elle a souffert de la négligence et j'aurais aimé trouver quelqu'un de sa famille du vivant même pour lui donner le livre, mais je ne pense pas que c'est facile parce qu'elle mérite d'être réhabilitée vraiment. Vous avez dit que vous considérez cette autrice comme une écrivaine géniale. Mais vous avez dit encore
que le romantisme noir, son début était en Angleterre au XIXe siècle. Et notre écrivain aujourd'hui est du XXe siècle. Alors, je ne sais pas si elle est imité la littérature anglaise ou elle a bien étudié puis inventé sa propre littérature. Mais ça, elle s'est inspirée. Elle s'est Elle n'a pas imité. Elle s'est inspirée du romantisme noir, mais avec différence, comme j'ai montré, parce qu'il y a de la différence. C'est pas exactement la même chose. Elle a ajouté son grain de sel, certainement, et avec l'objet insaisissable qu'on cherche, qu'on traque partout et qu'on veut fendre le crâne pour la voir. Tout ça, c'est pas vraiment dans le romantisme noir. C'est au-delà. Elle est allée plus loin que le romantisme noir, certainement. Elle a fait quand même néo-romantisme noir, on pourrait dire. Mais moi, je dirais que, comme j'ai dit au début, elle a un savoir psychanalytique là-dessus, certainement, parce que moi, quand je l'ai lisé, je trouvais la psychanalyse dedans. Tout ce que ça a été dit, quand la fusion est possible, l'objet du désir, tout ça, c'était dedans. Enfin, petit oui, elle est anachronique par rapport au romantisme noir, mais elle est précurseur aussi par rapport à la psychanalyse, parce que ce qu'elle a écrit, c'était avant les séminaires de Jacques Lacan. On peut dire qu'elle a lié le romantisme noir avec le psychanalyse. Oh, oui, c'est pour cela que j'essayais de montrer ça dans mon mémoire, de parler des deux. Merci. Merci beaucoup. À mon avis, parce que ce que j'entends, cette explication-là, d'après la psychanalyse, le romantisme noir s'approche du sadisme dans ses actes, que le fait qu'elle se réjouit vraiment, je trouve qu'il s'approche de plus en plus de... Il s'approche un peu de la psychanalyse, certainement, oui, l'inconscient, mais c'est pas vraiment la psychanalyse, mais oui, il peut s'approcher un peu. Malgré que le mot romantisme, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose... C'est le romantisme... C'est quelque chose qui est fait... Sans noir. Le romantisme, c'est pas ça. Sans ajouter le noir. Le romantisme